Rebonjour à tous. Alors, aujourd'hui le thème c'est un acte qui est très courant dans le notariat, c'est un acte qu'on a l'habitude de faire, qui existe depuis longtemps, qui s'est beaucoup développé pendant le Moyen-Âge dans le sud de la France et qui a été consacré dans le Code civil en 1804. Pourquoi il a été consacré? Parce qu'on considérait qu'il était utile. Et il est utile pourquoi? C'est ce que nous allons voir, mais avant les aspects fiscaux qui vont vous intéresser, surtout dans le climat actuel, où on ne sait pas trop comment on va être mangé dans les prochains mois ou prochaines semaines. Évidemment, la donation-partage, il faut retenir que c'est d'abord un acte familial et c'est une histoire de famille. L'idée qui sous-tend la donation-partage, c'est que vous allez peut-être être amené, après avoir constitué du patrimoine, après avoir travaillé, après avoir investi, à réfléchir à la transmission éventuelle aux membres de votre famille. Bien sûr, en premier, souvent on pense à son conjoint, son partenaire, puisque l'ordre des décès fait qu'on ne sait pas qui pourra un jour partir en premier, mais également on va penser aux enfants, aux petits-enfants éventuellement. Et l'idée qu'il y a derrière la donation-partage, c'est de répondre à un sujet d'une importance grave qui est la paix de la famille. Donc c'est un outil de pacification familiale. C'est ça déjà qu'il faut retenir. C'est également la plupart du temps un outil d'égalisation. C'est dans une donation-partage, je vais vous montrer des exemples, où on va pouvoir rétablir des comptes, remettre les choses en place. Et enfin, c'est un outil qui construit de façon durable la transmission, puisque comme il a un côté pacificateur et égalisateur, il permet de faire les comptes une bonne fois pour toutes pour une partie de votre patrimoine sans que l'on ait à revenir dessus. Donc il est pacificateur dans le temps. Voilà, moi j'ai reçu ça, toi tu as reçu ça, l'égalité a été constatée et la famille se trouve pacifiée. Alors ça dépend évidemment des familles. Il y a des familles où on va sentir que le besoin de mettre les choses à plat assez tôt est prégnant, selon le caractère des enfants, selon avec qui ils se sont mariés, avec qui ils sont en couple, l'influence évidemment que peuvent avoir certaines pièces rapportées, si je puis dire. Tout ça, on le sait tous, on est tous des pièces rapportées, bien entendu, je vise personne en particulier. Et donc, il va falloir que vous opériez, que vous vous questionnez personnellement sur la situation de votre patrimoine. Ai-je intérêt à le transmettre ou pas? Alors, je vous le dis de suite, vous n'avez aucun intérêt, vous. La donation-partage, c'est ce qu'on appelle une libéralité dans le Code civil. Vous le faites au profit des enfants. Votre intérêt, c'est de vouloir agir de votre vivant sur la paix potentielle, sur la pacification familiale, puisque évidemment, le jour où vous ne serez plus là, eh bien, vous ne pourrez plus régler les choses. Alors, pour commencer, la donation-partage, elle s'oppose naturellement à ce qu'on appelle une donation simple. Une donation simple, c'est quand vous avez 3 enfants, par exemple, et que vous donnez un appartement à un enfant, de façon spontanée, et que les autres enfants ne sont pas appelés à cet acte. Ça n'a rien d'illégal, c'est tout à fait possible de le faire, on le voit fréquemment, mais le fait de ne pas appeler l'ensemble de ses descendants à l'acte de donation va poser certains problèmes et certains risques. Pourquoi ça pose problème? Parce que la donation, elle est ce qu'on appelle rapportable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, comme on a un principe d'égalité entre les héritiers dans le Code civil, si vous avez donné l'appartement à votre aîné, le jour où vous décédez, les autres voudront avoir l'équivalent. On est d'accord, c'est logique. Déjà, premier problème, c'est s'il n'y a pas l'équivalent. Ça veut dire qu'il y a une dette qu'aura l'aîné envers ses frères et ses sœurs. Mais le deuxième problème, c'est, je vous ai donné un exemple ici, il y a un parent qui a 2 enfants, il donne
50 000 € par donation simple, c'est des terres agricoles, à son enfant A, il donne 100 000 € par donation simple, un appartement à l'enfant B, et alors vous allez me dire, mais B a été avantagé. Mais moi, j'ai déjà eu le cas, arrive la succession, les terres agricoles sont devenues constructibles entre-temps, elles valent 500 000 €, et l'appartement, il vaut 200 000 €. Mais, principe du rapport des donations, on a donc 700 000 € en quelque sorte qui ont été donnés, et chacun, principe d'égalité, avait droit à 350, la moitié. Hein, c'est clair. Et ça veut dire que celui qui a reçu les terres devra verser 150 000 €. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des comptes qui s'opèrent dans ce cas-là, puisqu'il y a eu des donations simples. C'est normal, on rétablit l'égalité. La difficulté majeure, c'est qu'on rétablit l'égalité au moment du décès. C'est à ce moment-là qu'on réévalue qu'est-ce que valent les biens aujourd'hui. Et vous sentez poindre le conflit potentiel. Parce que moi, dans mon sujet, c'est comme quand j'étais à la fac, on nous donnait les valeurs. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Évidemment, celui qui a reçu les terres agricoles, il va dire non, ça vaut pas 500 000, ça vaut 400. Et oui. Et s'ils ne sont pas d'accord, comment on fait? Donc, en faisant des donations simples, vous avez mis le germe du conflit potentiel entre vos enfants. C'est ça qu'il faut retenir. Puisque vous leur avez laissé la charge de se faire des comptes entre eux une fois que vous serez partis. Donc, évidemment, s'ils sont formidables et qu'ils s'entendent très bien, ok. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le mécanisme également de la donation simple pose un deuxième problème, mais qui est plus accessoire. C'est que si je prends l'exemple que j'ai dit précédemment, eh bien, si l'enfant A ou B qui avait reçu l'appartement veut vendre le bien, il devra faire intervenir l'enfant qui a reçu les terres agricoles pour renoncer à l'action en réduction, c'est-à-dire renoncer à attaquer le tiers qui achète l'appartement si jamais il n'y a plus rien dans la succession pour lui, pour compenser si vous voulez. Donc ça veut dire que vous n'avez pas pacifié au-delà de votre mort, mais vous n'avez même pas pacifié forcément tant que vous êtes vivant. Parce que, imaginez que vous ayez donné un peu en cachette à l'appartement. Moi, notaire, je vais dire, votre fils, il vend l'appartement maintenant, mais votre autre fils, il faut qu'il intervienne à l'acte de vente. Ah non, mais je ne veux pas qu'il le sache, machin. Oui, mais il fallait faire une donation de partage. Hein. Et moi, j'ai déjà eu des ventes bloquées à cause de ça. Parce que l'autre frère qui se sentait désavantagé a dit, mais attends, si je lui donne l'autorisation de vendre et que dans la succession, il n'y a plus rien, je perds une chance de récupérer mes droits. Et oui. Donc déjà, ambiance. Alors évidemment, ça ne se passe pas toujours comme ça, hein, bien entendu. Mais tout ça pour conclure que vous vous doutez bien que dans la donation-partage, on évite tous ces problèmes, puisqu'on fait intervenir tous les enfants dans le même acte, ils constatent une transmission les uns et les autres des parents, et une égalité est constatée à cette occasion. Et surtout, la donation n'est pas rapportable, c'est-à-dire que dans le cas où les valeurs ont changé, à partir du moment où une égalité a été constatée à un moment donné, c'est fini. Voilà. Donc, c'est pacificateur, mais c'est aussi stabilisateur. Donc, les conditions pour faire une donation partage. Alors vous vous demandez, vous avez des enfants, vous avez du patrimoine, donc est-ce que je peux faire une donation partage? Oui, il suffit de réunir l'ensemble de vos héritiers qu'on appelle présomptifs. Alors dans le langage courant, on va dire présumés peut-être, hein, c'est-à-dire si je décède maintenant, qui c'est qui hérite? Voilà. Donc en général, c'est tous vos enfants. Si vous avez perdu un enfant, ça sera les enfants de cet enfant qui eux, viendront par représentation. Donc il n'y a pas d'autre difficulté avec ça. Si vous êtes, et je vais en parler après, dans une famille recomposée, vous pouvez aussi faire une donation partage. La seule condition, c'est d'avoir un enfant commun entre les deux. C'est-à-dire, monsieur s'est remarié avec madame,
Monsieur avait un enfant d'un premier lit, madame un enfant d'un premier lit, mais ils ont eu un enfant ensemble. On peut faire une donation-partage avec les trois. Voilà, c'est la seule condition. Alors, quel type de biens? Ben, tous les biens peuvent être donnés par donation-partage. Évidemment, la nature du bien va changer un peu la nature de l'acte. Les critères d'évaluation, la détermination de la valeur vénale. Et bien sûr, c'est là qu'on est dans la finesse du dossier avec les clients, puisque si je donne un appartement en nue propriété à un enfant et une somme d'argent à un autre, je peux tout à fait mathématiquement faire en sorte que ce soit égal. Seulement, celui qui a la somme d'argent, il peut l'utiliser de suite. Celui qui a l'appartement dont vous vous êtes gardé l'usufruit, il devra attendre que vous décédiez. Même si c'est mathématiquement égal, est-ce que c'est juste dans l'esprit de la famille? Ça, c'est vous qui êtes le meilleur guide de ce choix. Moi, ça m'est arrivé, y compris dans ma propre famille, 2 garçons. Il y en a un qui est très économe, sérieux, qui n'a pas de besoin. Et un autre, bon, il fait tout le temps la fête, il a les poches trouées, etc. Bon, les parents n'étaient pas idiots, donc celui qui est patient, ils leur ont donné un appartement qui valait 300 000 € par exemple. Ils se sont gardés l'usufruit, donc la valeur donnée est moindre, genre 200 000 par exemple, et ils ont donné 200 000 en cash à l'autre, vous voyez. Bon, c'est des sommes fictives, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Bon, évidemment, tout le monde était content. Hein, voilà. Mais le choix des types de biens que vous donnez, il se fait aussi selon les caractères des enfants que vous avez et des besoins qu'ils ont aussi. Vous pouvez avoir la même situation, vous avez un enfant qui est chirurgien qui gagne très bien sa vie et un autre qui est intermittent du spectacle et bon, qui a du mal à joindre les deux bouts. De façon logique, vous allez être plus patrimonialiste avec votre enfant chirurgien, c'est-à-dire bon, toi on te donne l'appartement, tu en jouiras à notre décès, et puis lui, on va lui donner des sous pour qu'il puisse acheter quelque chose, enfin, vous voyez. Donc là, il y a une réflexion à faire. C'est vous qui connaissez le mieux vos propres enfants. Mais tous les biens peuvent être donnés, y compris les entreprises, bien sûr, si vous avez une entreprise. Les parts de SCI, pas aucun problème, c'est de l'immeuble dématérialisé en quelque sorte. Donc tout ça, ça pose aucune difficulté. Et alors le point le plus important, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est réincorporation des biens antérieurement donnés. Donc, vous avez fait une donation simple. Vous venez me voir, vous dites, bon maître, j'ai fait une donation simple, j'ai pas envie d'avoir les problèmes dont vous m'aviez parlé la dernière fois. C'est-à-dire la réévaluation à votre décès, les histoires de calcul entre enfants, les conflits potentiels. Mais dans la donation-partage, on peut réincorporer un bien déjà donné pour le redonner à la personne qui l'a déjà reçu, mais en le réévaluant à la valeur d'aujourd'hui et en donnant l'équivalent à l'autre. Et ce qui fait que là, on nettoie la situation de conflit potentiel. Donc ça, c'est quand même hyper utile, la réincorporation de biens déjà donnés. Souvent, c'est des sommes d'argent, c'est-à-dire, oui, ma fille, elle avait besoin de 30 000 € pour s'acheter une voiture, je lui ai donné, vous l'avez déclaré, une fois sur 2 non d'ailleurs, bon, c'est pas très grave, on peut le déclarer là. Voilà, par contre mon fils, je lui ai rien donné, puis là, voilà, il y a tel appart et tel appart, pas de problème, on va réincorporer la donation, comme ça on va révéler à toute la famille la situation des dons, et établir une égalité devant tous. Et ainsi, on s'évite le problème du rapport, c'est-à-dire des comptes à faire entre enfants, puisque je vous rappelle, l'intérêt de la donation-partage, c'est qu'elle est définitive, il n'y a plus de compte à faire entre héritiers. Donc, bon, ici c'est un petit résumé des avantages. Donc vous voyez, la donation-partage n'est jamais rapportable à la succession. Elle réalise ce qu'on appelle dans les campagnes du Tarn, de l'Ariège ou de la région, l'arrangement de famille. Donc ça, c'est un terme paysan.
qui veut bien dire ce que ça veut dire, l'arrangement de famille, puisque souvent dans la famille paysanne, il y avait le problème du transfert de l'exploitation. Donc l'arrangement de famille, c'était aussi un peu favoriser le repreneur, si vous voyez ce que je veux dire. Les valeurs sont figées, donc voilà. Quand on fait une donation-partage, s'il y en a un qui veut vendre l'appartement qu'il a reçu, il n'a pas besoin de demander à son frère ou à sa sœur. Oui, la donation-partage échappe à... Bon, ça c'est un détail qui est toujours agréable, mais il n'y a pas de droit de partage. Quand vous divorcez, par exemple, et que vous partagez les biens, ou quand vous partagez des biens dans une succession de biens dont vous avez hérité, il y a une fiscalité sur l'actif partagé. Et elle est de 2,5% pour les successions et de 1,1% pour les divorces. Bon, mais quand on fait une donation de partage, mais mettons que vous avez qu'un bien, on va me dire, comment je fais? Vous donnez le bien à l'un et l'autre, il verse une soulte, par exemple. Bon, eh bien, il y a eu partage entre eux, mais il n'y a pas de fiscalité sur le partage en lui-même. Donc ça c'est un petit détail intéressant. Et on peut prévoir des soultes indexées ou payables à terme. Alors ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Donc il y a des gens qui ont une résidence principale, un appartement, ils ne veulent pas donner la résidence principale, ils veulent se garder la possibilité de la donner plus tard ou la garder tout court. Et ils me disent, mais maître, on ne peut pas faire une donation de partage parce qu'on n'a qu'un bien, donc on va donner en indivision, moitié-moitié. Alors c'est une première possibilité. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas d'histoire de rapport, puisque tout le monde a eu la même chose, si vous voulez, la moitié du même bien, donc il n'y a pas de compte à faire. Mais c'est pas génial sur le plan civil, parce que vous avez créé une indivision, donc ça veut dire qu'à votre décès, ils devront se mettre d'accord sur le sort du bien. Il voudra peut-être louer, l'autre il voudra peut-être vendre, et c'est encore un germe de conflit potentiel. Et là, il y en a un qui dit non, mais moi je le veux le bien. Ok, donc on va te le donner à toi, le bien il vaut 100, donc les droits de chacun c'est 50 et 50, et bien on te l'attribue et tu verses 50 à ton frère ou à ta soeur. Il me dit oui, mais j'ai pas les sous, c'est pas grave. On va prévoir que tu paieras la soulte à mon décès. Ah d'accord, mais si la valeur, si tu décèdes dans 30 ans, ça ne vaudra plus rien. Non, on va indexer la soulte sur l'indice du coût de la construction. Ah bon, d'accord, ok. Mais comment je vais la payer? Ben, tu prendras moins dans les biens existants au moment du décès. Et voilà, et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est pas parfait bien sûr, mais c'est pas mal. Juste une remarque. On peut faire également des donations partage transgénérationnelles. Donc ça, imaginez que vous ayez un enfant qui a besoin de rien et que je prends le cas de mon chirurgien par exemple. Il va dire non mais papa, maman, je passe mon tour. Oui, mais le problème c'est que nous ce qu'on veut, c'est sécuriser les choses au niveau familial. Alors je passe mon tour, ça veut dire que ces enfants vont prendre sa place dans la donation. Il faudra qu'il signe l'acte pour donner son accord, mais ce sont vos petits-enfants qui seront gratifiés. Mais par contre, entre les deux frères, dans mon cas, c'est comme si la donation avait eu lieu en faveur des uns et des autres, si vous voulez. Le chirurgien ne pourra pas ensuite se retourner en disant qu'il n'a pas eu sa part. Voilà. Donc ça, c'est la donation-partage transgénérationnelle, c'est pas mal. On l'utilise moins. Alors moi, je l'utilise de temps en temps. Mais il faut toujours faire attention quand on saute une génération. Il faut, voilà, parce que après, donner un appart en nue propriété à deux ados de 15 ans, je ne sais pas si c'est toujours une bonne idée non plus. Bon, ça dépend des âges, ça dépend de la famille, tout ça il faut le vérifier. Après, la réserve d'usufruit, bon, mais ça, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe pour les biens immobiliers. Comme vous êtes adhérent à l'association des propriétaires, parce que vous avez tous des biens immobiliers. Donc, petit rappel, l'usufruit, c'est le droit d'utiliser le bien ou d'en percevoir les fruits. Donc, d'y habiter, d'y faire habiter quelqu'un, de le louer, de percevoir les loyers. Donc, en gros, mis à part vendre, c'est l'essentiel du droit de propriété, en quelque sorte. En tout cas de l'intérêt. Donc c'est vrai que quand vous donnez par exemple des immeubles de rapport, eh bien vous pourriez bien sûr
tout à fait vouloir garder l'usufruit de ces biens, c'est-à-dire vous donner, mais je continue à percevoir les loyers. En contrepartie, je continue de gérer, je paye la taxe foncière, je paye l'assurance, je paye les charges de copropriété. C'est l'usufruitier, il paye. En fait, ça ne change rien, en fait, sur ce plan-là, en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose de classique. L'avantage de la réserve d'usufruit, c'est qu'on diminue fiscalement la valeur de ce qu'on donne. Donc, vous devez tous avoir entendu parler des abattements. On peut donner 100 000 tous les 15 ans à chaque enfant. En fait, on peut donner plus, bien plus, mais au-delà, on paye des droits, c'est ça le truc. Et mettons que j'ai un bien qui vaut 130 000 €, je veux le donner à un de mes enfants et j'ai 69 ans. Est-ce que je vais payer des droits? Si vous gardez l'usufruit, non. Puisque à 69 ans, la valeur de l'usufruit, c'est 40% de la valeur totale. Donc 40% de 130 000, on est en dessous des fameux abattements de 100 000 €, il n'y a pas de droit à payer. Donc ça, il faut le savoir. C'est un effet de levier. L'usufruit qui est un intérêt civil, c'est je continue à pouvoir gérer le bien comme je l'entends, et qui a un intérêt fiscal aussi, puisque évidemment je paye moins de droits que si j'avais donné la pleine propriété. Alors c'est à la tête du client. Non. En fait, c'est un barème fiscal, c'est l'article 669 du Code général des impôts. Donc on n'a pas trop le choix, c'est pas de la grande poésie. Et en gros, l'usufruit, vous avez compris, qui s'éteint à votre décès, sans qu'il y ait de droit à payer et de formalité à faire. Il n'y a pas besoin de refaire un acte pour transmettre l'usufruit, c'est automatique. Et donc la valeur de ce droit, elle est corrélée à l'espérance de vie théorique que vous avez. Et donc plus vous êtes âgé, eh bien plus la valeur de l'usufruit est faible, puisque votre espérance de vie est faible, théoriquement en tout cas. Et donc par exemple, de 61 à 71 ans, si vous gardez l'usufruit d'un bien, eh bien, il est fiscalement évalué à 40% de la valeur du bien. Et donc ce que vous transmettez, c'est fiscalement évalué à 60% de la valeur. Voilà. Donc bien sûr, c'est l'essentiel des donations, on les fait avec réserve d'usufruit d'ailleurs. On les fait rarement en pleine propriété, à part les sommes d'argent. Mais pour différentes raisons. D'abord, les loyers, c'est un complément de retraite. Vous n'allez peut-être pas renoncer à votre complément de retraite. La résidence principale, vous y habitez, donc ça serait quand même dommage de la donner en pleine propriété. Vous habitez chez vos enfants après, dans ce cas-là. Il y en a qui le font des fois, qui sont un peu joueurs, mais c'est pour éviter l'impôt sur la fortune immobilière. Ça. Puisque quand on donne avec réserve d'usufruit, ça n'a pas d'impact sur l'impôt sur la fortune, c'est l'usufruitier qui est taxé en totalité. Voilà, ça concerne déjà un peu moins de gens, puisque c'est un seuil de 1,3 million. Mais bon, il y en a qui seraient surpris, s'ils réévaluaient tout leur patrimoine immobilier, de savoir qu'ils ne sont pas loin, voire qu'ils y sont déjà sans le savoir. Surtout quand vous n'avez plus aucun endettement. On paye sur ce qui est transmis. Donc si vous réservez l'usufruit, vous ne le transmettez pas. Et donc ce que vous transmettez a une valeur moindre. Il ne peut pas l'occuper. Il est propriétaire, mais sans avoir tous ses attributs de la propriété. Et donc ça entraîne une décote de valeur qui est déterminée par un simple barème qui est évidemment corrélé à l'espérance de vie de l'usufruitier. Si vous faites une donation avec réserve d'usufruit à 30 ans, évidemment vous avez une telle espérance de vie que ce que vous transmettez ne vaut pas grand-chose. Et entre 21 et 30 ans, ça m'est jamais arrivé, ça doit être soit 80% d'usufruit. Donc, après, si vous transmettez 700 000 €, vous payez des droits que sur 20%, 100 000 €. Oui, donc bon. En fait, je ne conseille pas forcément de faire des donations entre 20 et 30 ans, ce n'est pas forcément une bonne idée. Bon. La question qu'on me pose souvent sur la réserve d'usufruit, oui, mais alors, maintenant que j'ai donné, est-ce que je peux vendre? Alors, à partir du moment où vous avez donné,
vous pouvez vendre avec l'accord de vos enfants à qui vous avez donné. Bon, la plupart du temps, il n'y a pas de problème. Hein. Bon. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je prévois toujours des clauses, et on peut toujours prévoir des clauses, au terme desquelles, si l'on vend un bien qui est issu de la donation-partage, l'usufruitier peut conserver l'entier prix de vente à son choix exclusif. Ça s'appelle une quasi-usufruit, c'est technique, mais voilà. Et donc, il est juste débiteur de ce somme d'argent envers son enfant. Hein, et en gros, s'il a tout dépensé, l'enfant il se récupérera sur les autres biens dans la succession. Il peut également imposer, si on vend le bien, il peut imposer le remploi dans le rachat d'un nouveau bien en maintenant les effets du démembrement pour éviter qu'on n'ait pas fait une donation pour rien, bien sûr. Ou alors il peut organiser la répartition du prix de vente selon le barème dont on vient de parler. Voilà. Donc ça intéresse beaucoup les donateurs parce que, évidemment, donner, c'est se dépouiller. Hein. Bon, mais avec des clauses bien arrangées comme il faut, c'est pas toujours vrai. On a une quotité dont on peut disposer librement. Alors, ça va peut-être vous énerver, mais vous ne pouvez pas déshériter vos enfants, en tout cas pas totalement. Et depuis la Révolution, enfin 1804 plutôt, depuis 1804, le Code civil, on a instauré une quotité dont on peut librement disposer, qui s'appelle quotité disponible, en faveur de qui on veut. Alors la plupart du temps, c'est en faveur d'un des enfants, donc qui sera avantagé. L'intérêt de l'avantager dans la donation-partage, c'est que la valeur est figée. Puisque pour savoir si la quotité disponible, alors je vais vous prendre un exemple, vous avez 2 enfants, et la quotité disponible c'est 1/3. Donc vous pouvez faire en sorte qu'au final, ça fasse 1/3 pour l'un, 2/3 pour l'autre. Mais ça, c'est la théorie dans les idées. En pratique, il faut évaluer. Et s'ils ne sont pas d'accord sur l'évaluation, ah, t'as été avantagé, ah non, t'exagères, machin. La donation partage permet de régler ce problème, puisqu'on a figé les valeurs une bonne fois pour toutes. Donc, tu as été avantagé, mais on sait de combien et on sait que ça ne dépassait pas la quotité disponible. On peut aussi utiliser la donation partage pour stabiliser une inégalité que l'on souhaite imposer telle qu'elle. Après, le problème, c'est que c'est une égalité qui est assumée. Alors, il y a le pour et le contre, c'est-à-dire qu'elle est totalement révélée. Alors, si elle est acceptée par tous, aucun problème, mais si ce n'est pas le cas, en général, celui qui est lésé, je mets des guillemets, il ne viendra pas signer l'acte. Hein. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux passer par d'autres systèmes pour avantager. Je pense essentiellement à l'assurance vie, hein, qui, elle, est, entre guillemets, hors succession, si on respecte certaines règles, et qui permet en gros de faire ce qu'on veut pour avantager l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que le désavantage était beaucoup plus fréquent dans le monde rural, puisque vous aviez un avantage en faveur de celui qui reprenait l'exploitation, mais vous pouviez aussi avoir une donation d'avantage en faveur de celle ou celui qui allait s'occuper des parents. Parce qu'il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas tout ça. Bon, voilà. Peut-être que ça va revenir, ça. S'il n'y a plus de retraite, je ne sais pas. Non. On verra. En gros, on peut prévoir une clause que ce que vous donnez, si vous décidez de le vendre, parce que vous avez gardé l'usufruit, à votre choix exclusif, vous pourrez conserver le prix de vente, mais il y aura une créance qui n'est pas en faveur des enfants, mais ils ne pourront pas vous réclamer l'argent. Vous pouvez réutiliser l'argent pour acheter un nouveau bien en achetant vous que l'usufruit et l'enfant, la nue propriété, il n'aura pas le choix du bien, ou vous pouvez répartir le prix de vente en fonction de la valeur de l'usufruit. En gros, mettons 20, 80, 30, 70, etc. Donc en gros, ça vous donne la main sur le sort du prix de vente. Voilà.
Après, c'est des clauses un peu techniques avec un langage bien juridique, donc je ne vais pas vous les citer. Alors, les familles recomposées. Alors, les familles recomposées sont toutes différentes et ont toutes des solutions spécifiques. Ça dépend de leur histoire, ça dépend de la structure de la famille. Alors, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec la donation-partage. Il faut savoir que quand vous vous remariez avec quelqu'un, si vous avez des enfants de lits, le terme lit c'est celui du code civil, de lits différents, même si vous avez un enfant commun, vous perdez automatiquement le droit à hériter de l'usufruit de tous les biens de votre conjoint, qui est normalement légal. Vous n'avez plus droit qu'à un quart en pleine propriété, ce qui n'est pas terrible. Donc, le premier réflexe dans une famille recomposée, c'est peut-être de réattribuer l'usufruit au conjoint, s'il vous survit, et pour ça, il faut faire ou un testament ou une donation dernier des vivants. Et comme ça, on va dispenser également le conjoint de produire une caution bancaire sur les biens dont il a l'usufruit, ce qui est quasiment impossible à obtenir. Et la donation de trépeau, elle permet le cantonnement, c'est-à-dire que quand vous héritez de l'usufruit des biens de votre conjoint, vous avez l'usufruit de tout, point à la ligne. Quand vous héritez de l'usufruit des biens de votre conjoint par donation au dernier des vivants, vous pouvez dire je prends l'usufruit de ça et de ça, mais pas de ça et de ça. Donc vous pouvez cantonner votre choix. C'est quand même pas mal comme possibilité, surtout si vous êtes âgé et que vous ne vous sentez pas la possibilité d'assumer les charges de gestion, d'entretien de tel ou tel bien. Dire non, je ne veux pas l'usufruit de ça. Si vous avez que l'usufruit légal, ben c'est tout ou rien. Alors, évidemment, vous allez accepter, mais c'est pas terrible. Si vous avez fait la donation de trépeau, vous pourrez cantonner votre usufruit. Voilà. Le second réflexe est d'éviter les injustices provoquées par l'ordre des décès. Ben oui, parce que si vous êtes en famille recomposée, comme je vous expliquais, vous n'avez plus l'usufruit, mais vous avez droit à un quart. Oui, mais si je décède en premier, c'est mon conjoint qui prend le quart sur mes biens, mais c'est ses enfants, elles, donc, qui vont en profiter, pas les miens. Inversement, si c'est elle qui décède en premier, je vais prendre un quart de tous ses biens, mais c'est mes enfants qui vont en hériter par derrière, pas les siens. Donc vous voyez le problème qui se pose. Donc souvent, quand on rétablit l'usufruit, qui est bien protecteur comme il faut, on va déshériter son conjoint du quart, puisque son conjoint n'est pas réservataire, on peut le déshériter à volonté, donc on fait ce qu'on veut. Donc tout ça, je vous le dis. Alors, si on fonde un nouveau couple, le mariage va quand même toujours être plus intéressant, puisque quand vous vous mariez, vous pouvez donc vous donner des choses par donation au dernier des vivants, donner des biens. Et le gros avantage du mariage, c'est que la quotité, vous savez, la fameuse quotité disponible dont on parlait tout à l'heure, eh bien, si elle est en faveur du conjoint, elle est encore plus large. Elle comprend notamment l'usufruit de tous les biens. Donc, ne retenez pas les détails techniques, retenez l'idée qu'en se mariant, on peut recevoir plus de façon efficace. Voilà, civilement. Mais imaginez que vous êtes en famille recomposée, que vous avez chacun un bon patrimoine, qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Vous dites, mais attends, ça ne sert à rien que tu hérites de moi. Et moi, ça ne sert à rien que j'hérite de toi. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait l'inverse, on se déshérite l'un l'autre pour éviter les problèmes. Parce que imaginez que vous ne le faisiez pas. Mettons, vous vous remariez, chacun a un patrimoine, vous n'avez pas besoin de vous protéger parce que vous n'avez plus la possibilité de faire ce qu'il faut dans votre vie antérieure avant de ce remariage. Et imaginez que vous ne faites rien. Il y en a un qui décède. Et le conjoint survivant, il va hériter du quart. Alors vous me dites, bon, s'il a du bon sens, il va y renoncer. Mais s'il est sous tutelle à ce moment-là, qui c'est qui décide, hein? On ne peut jamais faire renoncer à une succession quelqu'un sous tutelle. C'est impossible. Et on se ferait avoir par la justice. Donc, il vaut mieux se déshériter pour éviter ce genre de problème. Parce que si je ne le fais pas, eh bien, mon conjoint survivant va hériter d'un quart de tous mes biens, et ce quart-là, il ira à ses enfants à lui et pas aux miens.
Est-ce que c'était intéressant pour lui? Pas vraiment, puisqu'on n'en avait pas besoin. Et évidemment, ça crée une injustice. Puisque si ça avait été l'ordre inverse, ça aurait créé une autre injustice dans l'autre sens. Donc vous voyez, la phrase la plus importante, elle est en bas. En famille recomposée, tout va dépendre de votre patrimoine et de votre histoire familiale. Soit on va chercher à se protéger en se rétablissant l'usufruit, etc. Soit on va nettoyer les choses pour éviter qu'il y ait des distorsions entre les familles d'origine, etc. Bon, tout ça doit faire l'objet d'une discussion, il faut le mûrir et choisir la meilleure solution. Donc maintenant je reviens, j'ai fini ma parenthèse sur les problèmes de conjoints survivants. Donc je reviens à la donation-partage. Donc dans une famille recomposée, est-ce qu'on peut faire une donation-partage? Oui, à condition d'avoir un enfant commun. Je vous l'avais dit en début d'introduction. Si vous avez des enfants d'un côté et des enfants de l'autre, chacun gère ses problèmes familiaux de son côté. Mais s'il y a un enfant commun, on peut le faire. Et alors ce qui est magique avec la donation-partage, c'est que si vous donnez un bien dans le cadre de la masse à partager, et qu'il est ensuite attribué à quelqu'un qui n'est pas votre enfant, puisque c'était un enfant de la précédente union, mais pour autant vous avez la fiscalité en ligne directe, c'est-à-dire l'abattement de 100 000 € et puis un barème progressif. Parce que sinon, si moi je donne tel bien à l'enfant de ma femme, comme ça en donation simple, c'est 60% de droit. Il m'est étranger fiscalement. Mais pas dans la donation-partage. Parce qu'en fait, on remet tout dans une masse et on attribue indépendamment de l'origine du bien. Ça, c'est intéressant aussi. Donc voilà, pour résumer, la fiscalité sera avantageuse dans ce cas-là. Voilà, c'est ce que je vous dis là. Les biens sont réputés transmis par les deux parents, indépendamment de leur origine. Voilà, cet avantage fiscal n'existe pas dans une donation-partage classique où chaque parent ne peut donner qu'à ses propres enfants, dans une donation classique. Voilà. Donc, dans une famille recomposée, ça peut être utile aussi de faire une donation-partage, ça peut être même très sympathique, puisque vous allez réunir des enfants qui ne sont pas forcément donc, au départ de la même famille. Donc c'est intéressant, c'est dans l'air du temps. Bon, j'ajoute à ça, mais j'en parle pas, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais que dans les familles recomposées, je fais de plus en plus d'adoptions simples. Donc l'adoption simple, c'est une ordonnance du tribunal, évidemment, qui réalise l'adoption simple, mais au départ, il faut aller voir le notaire pour qu'il constate que tout le monde est d'accord et que toutes les conditions de l'adoption sont remplies. Et j'en fais de plus en plus des adoptions simples, donc c'est aussi un élément de pacification, de paix familiale, un élément assez structurant. Bon, parce que malgré tout, le Code civil il reste quand même hyper conservateur. Donc plutôt que de permettre de faire comme on veut, on essaye de ramener tout le monde et dans le mariage, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant de se marier, et dans la famille, puisqu'il est toujours pensé dans une famille classique, ascendant-descendant, le Code civil. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des outils, de réfléchir à ça quand il y a une famille recomposée, mais la donation-partage s'adapte parfaitement à cette situation. Il faut qu'une part leur soit réservée. Il faut lors de l'acte. Oui, il faut la présence, c'est mieux, puisque sinon la donation n'est pas définitive. Mais le Code civil dit qu'il faut qu'une part soit réservée à chacun. Mettons qu'il y en a un qui est fâché à mort. Ça peut arriver dans les familles. Bon, les fâchades. Le parent il fait une donation partage, un tel, et le quatrième, il n'est pas là. Oui, mais on lui a réservé une part. Il pourra toujours venir accepter la donation a posteriori. Voilà. Mais ça, c'est un cas sur 1000. La plupart du temps, il faut que tout le monde soit présent ou représenté par procuration. Donc, si vous avez un enfant en Australie, eh bien, il faudra qu'il signe une procuration authentique. Alors, avant, c'était l'enfer parce qu'il fallait envoyer un modèle au consulat et le consul recevait la procuration parce qu'il fallait qu'elle soit authentique, c'est-à-dire
reçu par un officier public. Donc le type, il était à Perth, il devait aller à Canberra pour faire 3000 bornes pour la procuration. Bon. Aujourd'hui, on a créé la procuration électronique à distance. Donc maintenant, c'est dans mon bureau avec une visio, un système d'identification assez développé, et je reçois la procuration avec la personne en face à face. Voilà. Donc ça, c'est une question pratique, mais ça peut être important, hein, parce que si vous avez des enfants de par le monde, effectivement, il y a un outil qui permet de régler le problème. Bonne soirée, merci à tous. Merci.